Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution des exercices 2 et 3 de cet examen d'algèbre, rattrapage des années 2019-2020. J'ai présenté l'énoncé de l'examen entier dans une séance précédente. Alors donc, aujourd'hui, nous allons donner la solution de ces exercices 2 et 3. Alors, les exercices 2 et 3 que vous voyez sur l'écran. Exercice 2. Alors, cette fois-ci sur les bases et les changements de base. Alors, on se donne une base B dans R3, la base canonique, pas une base. Là, quand elle est bien précise, il faut mettre l'article définir. Là, la base canonique de R3. Parce qu'on n'a pas de la base canonique. Je rappelle, ce sont les vecteurs E1, c'est 1, 0, 0. E2, c'est 0, 1, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1. La base canonique de R3. Et B', F1, F2, F3, et B', alors, soit B la base canonique, et B', une base, ici pourquoi c'est A, une base formée par les vecteurs de R3 définis par, ainsi vous voyez, donc ici on affirme que c'est une base, donc vous n'avez pas besoin à démontrer que c'est une base. Donc B' c'est la base formée par les vecteurs F1, F2, F3 définis ainsi. On ne vous a pas demandé de montrer que c'est une base. Donc, alors la question, première question, écrire la matrice de passage P, B, B' de B à B'. On répond dans un examen aux questions, pas à autre chose. La question, écrire la matrice de passage. Alors, je rappelle que la matrice de passage, qu'est-ce qu'on fait dans la matrice de passage? On prend ce vecteur, le premier vecteur de la base, la nouvelle base, on le met ici, et on met en dessous ses coordonnées dans la base de départ, qui est ici la base canonique. Alors F1, il a 1 comme composante sur le vecteur E1, 0 sur les composantes sur E2, 0 sur F3, donc 1, 0, 0. Pour ce vecteur F2, il a une composante 1 sur E1 et 1 sur E2, donc je mets 1, 1, 0 dans la deuxième colonne. Alors le F3, il a 3 composantes non nulles. 1, 1, 1. Donc je mets 1 composante sur E1, 1 composante sur E2 et 1 composante sur E3. Voilà donc la matrice de passage. Rien de plus simple. Juste, vous mettez, si vous voulez, ici en légende F1, F2, F3 dans une couleur. Et ici, E1, E2, E3. F1, sa composante c'est E1, E1, 1 fois E1, plus 0 fois E2, plus 0 fois E3, etc. Et vous avez la base. Nous avons, voilà, je résume, nous avons écrit en colonne les composantes des vecteurs de B' dans la base B. Voilà le résumé. On a déjà fait un exercice comme ça, vous pouvez revenir réviser, et la méthode où j'ai expliqué un peu plus aujourd'hui. Alors, écrire la matrice de passage P, B'P de B' à B. D'ailleurs, où est-ce qu'on a vu ça? Dans l'examen ordinaire. Ça, c'est l'examen de rattrapage. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que c'est les mêmes exercices qui se répètent, mais avec des données différentes. Je me rappelle que nous avons vu dans l'examen de rattrapage un exercice sur les sous-espaces vectoriels, où on vous demande de trouver que c'est une base, etc., les coordonnées, et un exercice similaire à celui-ci. Mais là où c'était compliqué dans l'ordinaire, c'est de vous montrer que les F1, F2, F3 étaient formés une base. Ici, on vous dit que c'est une base. Alors, la matrice de passage PB' de B' à B, cette question, elle est plus facile que celle que nous avons vue dans l'ordinaire, parce qu'il est plus facile de tirer les EI en fonction des FI dans ces égalités. Alors, voilà la réponse à la question numéro 2. Pour trouver la matrice de B' à B, il faut faire la même chose que nous avons fait pour la première, mais il faut inverser les rôles. Cette fois-ci, il faut trouver les vecteurs E1, E2, E3 en fonction des vecteurs F1, F2, F3. Alors, par exemple, F1, déjà,
voilà la définition dans l'énoncé. C'est ça. Donc, alors je tire d'ici que E1 égale F1. Je n'ai rien fait ici, juste changer les membres. Et F2 est égal E1 plus E2. Donc je vais en déduire que E2 que vous voyez ici, égale moins E1 qui passe de ce côté-là, moins E1 plus F2. Et E1, je sais qu'il est égal à F1, donc est égal à moins F1 plus F2. Ainsi, voilà, si vous voulez, je vais souligner ces écritures. Voilà ce qu'on a trouvé. Voilà ce qu'on a trouvé pour E2. Pour E2, nous avons trouvé ceci. Attends, donc le code E2 dans la nouvelle base, qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Il a moins 1, 1, 0, 0, F3. Pour E1, il a comme coordonnées 1 sur F1, 0 sur F2, 0 sur F3. Et pour trouver F3, je considère cette égalité. Alors, E3 est égal à F3 moins ces deux éléments-là, 1 plus E2. Donc voilà, E3 égale F3 moins E1 moins E2. Mais E1, je l'ai calculé, il est égal à F1. Voilà, donc moins F1. Et E2, je l'ai calculé ici. Donc je mets ici moins F1 plus F2. Je constate que ici, moins F1 plus F1, ça disparaît. Et qu'est-ce qui reste? Moins F2 plus F3. Ainsi, le vecteur E3 a pour composante 0, moins 1, 1. Pourquoi 0? Parce qu'il n'apparaît pas F1. Donc c'est 0 F1, moins 1 fois F2, plus 1 fois F3. Donc, maintenant, je peux écrire la matrice de passage inverse, c'est-à-dire de B' vers B. Alors, je prends, ici maintenant, je mets les vecteurs EI ici, et les vecteurs FI de ce côté-là. E1, qu'est-ce qu'il a composante sur les vecteurs F1, F2, F3? Qu'est-ce qu'il a? Juste 1, 1, 0, 0. E2, le voici. Qu'est-ce qu'il a composante? Moins 1, 1, 0. Et puis F3, E3, nous avons trouvé qu'il est égal à ça. Donc il a comme composante 0 F1, moins 1 F2, 1 F3. Voilà donc la matrice de passage inverse. Et comme j'ai dit la dernière fois, quand on a corrigé l'examen d'ordinaire, les matrices de passage PBB' et PB'B sont inverses, dans le sens d'inversion des matrices. Autrement dit, si vous prenez cette matrice et que vous la multipliez par celle-ci, vous trouvez la matrice identité de R3. La matrice identité, c'est la matrice comme celle-ci, où tous les éléments sont nuls, sauf dans la diagonale où vous avez 1, 1, 0. Et tous les autres sont nuls. Également, si vous multipliez cette matrice par l'autre, vous trouvez également la matrice identité qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, passons à la troisième question. Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette troisième question? Alors, on nous demande de trouver l'angle que font F1 et F2, ces deux vecteurs. Et que c'est un angle compris entre 0 et pi sur 2. Alors, pour trouver l'angle, on trouve le cosinus de F1, F2. On l'appelle θ. Le F1, F2, cet angle, on l'appelle θ comme dans le texte. Il est appelé comme ça, dans l'énoncé. Alors, cosinus de θ donc, est égal au cosinus de cet angle. C'est le produit scalaire des vecteurs F1, F2 divisé par leur norme, la multiplication de leur norme. Alors, le produit scalaire F1, F2, regardez F1, F2. Quel est le produit scalaire? C'est 1 fois 1, composante numéro 1 de F1 fois composante numéro 1 de F2, plus, alors plus rien, puisque 0, 0, alors 0 fois 1 plus 0 fois 0. Donc, F1, F2, produit scalaire est égal à 1. Et pour la norme de F1, c'est quoi? C'est 1. Racine de 1. Racine de 1. Racine de 1, oui, c'est 1. Et puis pour la norme de F2, F2, qu'est-ce qu'il a comme composante? 1, 1. Donc la norme sera racine de 1 au carré plus 1 au carré égale racine de 2. Voilà donc, le cosinus est égal à 1 sur racine de 2. Et l'angle compris entre 0 et pi sur 2, qui a pour cosinus 1 sur racine de 2, c'est pi sur 4. Voilà donc la question numéro 3, et ça termine l'exercice 2. Nous passons à l'exercice numéro 3. Ah, l'exercice numéro 3.
Alors ici, histoire de plan. On se donne un plan P qui a pour cette équation, un autre plan P' qui a l'équation x plus y égale 1. Montrer que les plans P et P' sont séquents. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire séquents? Ça veut dire qu'ils se coupent. Deux plans, ils sont soit parallèles disjoints, donc ne se coupent pas, ou bien parallèles confondus. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez ce... Alors, qu'est-ce qu'on nous demande déjà? Qu'ils sont séquents, c'est-à-dire ils se coupent. Ils se coupent, ce n'est pas confondu, attention. Deux plans qui se coupent vont se couper en une droite. Alors donc, voilà la réponse. On va regarder leurs vecteurs normaux. Nous avons appris comment trouver les vecteurs normaux. Ici, le vecteur normal, c'est moins 2, 1, moins 3 pour le plan P. Et pour le plan P', le vecteur, il a ici 1, x, plus 0y, plus 1, z. Donc, le vecteur normal sera 1, 0, 1. Voilà, donc, n1, moins 2, 1, moins 3, que je tire de l'équation du plan, moins 2, 1, moins 3, et ici de l'équation 1, 0, 1. Ces deux vecteurs, manifestement, ne sont pas collinéaires. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire que l'un est proportionnel à l'autre. C'est impossible, parce que, par exemple, ce vecteur, comment il peut être égal à k fois celui-ci? À ce moment-là, la deuxième position sera nulle. Et ce n'est pas possible. Ils ne sont pas collinéaires. Alors, si leurs vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, ces deux plans ne sont pas parallèles et ils se coupent. Voilà. Et alors, les vecteurs n et n2 ne sont pas collinéaires, donc P et P' sont séquents. Voilà la réponse à la question. Deuxième question. Alors, ici, vous avez... Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? L'intersection, justement, l'intersection de ces deux plans, on l'appelle D. C'est l'ensemble des points qui vérifient les deux équations en même temps. Pour appartenir à l'intersection, il faut vérifier l'équation de P et l'équation de P'. Et bien sûr, l'équation de intersection de deux plans, c'est une droite. Alors ici, on nous dit que c'est une droite et trouver l'écriture paramétrique. Alors comment? En prenant z, la variable z. Ici, vous avez deux équations et trois variables, une en excès. En général, dans la méthode de résolution de ces équations, on prend une variable en paramètre et on résout l'équation de deux variables, par exemple ici x, y, en fonction du paramètre z qu'on appelle ici t. Bon, alors voilà, deuxième question, en posant z égale t, cette équation de d, l'équation de d c'est ça, hein? Vérifier un élément, un point mxy qui appartient à d, il est dans P, il vérifie cette équation, et l'équation de P'. Alors, comme j'ai pris z égale t, qu'est-ce que j'ai z? X égale 1 moins z, donc c'est 1 moins t. Z égale t, et puis il ne reste plus qu'à remplacer y en fonction de t en remplaçant z par t et x par 1 moins t. Alors, vous faites ici, y sera 1 plus 3z plus 2x. Remplacez l'écriture de x et de z égale t et vous trouvez y égale 3t. Ainsi, ceci nous donne l'équation paramétrique. Elle dépend d'un paramètre t. Alors, voilà l'équation paramétrique écrite. Donc, l'équation paramétrique de la 3D est celle-ci. X égale 1 moins t, y égale 3 plus t, z égale t, où t est un réel quelconque. Alors, vous voyez ici que on peut dire tout simplement que D passe par le point 1, 3, 0 et qu'elle admet comme vecteur directeur le vecteur moins 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1, 1. Si vous voulez, les éléments de cette droite sont tous de la forme, alors on peut dire ici U0, un vecteur U0 plus T par un vecteur, donc un point, plus t fois le vecteur moins 1, 1, 1.
le vecteur directeur de la droite. Moins 1, 1, 1. Et comme il est vecteur directeur de la droite, il est sur le plan P et sur le plan P'. Donc, il doit être normal aux deux vecteurs normaux que nous avons trouvés. Alors, faites par exemple le produit scalaire N1 avec ce vecteur. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver 2 plus 1, moins 3, c'est 0. Faites le produit scalaire de ce vecteur avec le deuxième vecteur normal N2. Vous trouvez moins 1 plus 1 égale 0. Donc ça, c'est le vecteur directeur de cette droite. Ce n'est pas demandé, ça. C'est juste pour des explications. Là, ce qui est demandé, c'est de trouver ça, la réponse à la deuxième question. Donc, je vais effacer ça, ce que j'ai écrit. Et nous allons répondre à la dernière question. Calculer la distance du point A, 1, moins 1, 0, à la droite D. Moi, c'est ce que j'ai dans l'énoncé, que j'ai posté parce que je l'ai trouvé comme ça. Mais j'ai trouvé que le professeur a fait une solution avec un autre point. Mais moi, je donne la solution avec ce point-là. Alors, regardons, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Donc, un point M de D, il est de cette forme-là, avec T un réel. Et le point que nous avons dans l'énoncé, A1 moins 1, 0. La distance que j'appelle D de T, parce qu'elle dépend, la distance D de T de A à un point MT, quelconque. Enfin, il dépend de T. La distance D de T sera quoi? Ce sera la norme du vecteur AMT. Alors, la norme, c'est quoi? C'est la racine de les composantes de MT moins A au carré. Alors, la première, quelle est la première composante de MT? Donc, ici, l'extrémité moins l'origine. 1 moins T moins la première composante de A, moins 1, au carré, plus la deuxième composante, 3 plus T moins la deuxième, moins 1, donc 3T plus 1. Et puis, la dernière sera T moins 0, donc T au carré. Vous faites la racine, faites les calculs. Alors ici, on a 1 moins 1 disparaît, il reste moins T au carré qui donne T2. Ici, c'est 4 plus T au carré, et ici, c'est T au carré. Vous faites les calculs. Alors, vous avez T2 qui sort d'ici, et l'un T2 sort de là, et un T2 sort de là, donc ça fait 3 T2. Et puis, le double produit, 8T, le voilà. Et puis, le terme constant, 4 au carré égale 16. Nous avons D de T égale racine. Si vous voulez la distance, il faut trouver le plus court chemin du point A à un point de D. Donc, il faut minimiser cette valeur. Comme c'est la racine d'une fonction à terme positif ici, fonction polynôme de degré 2, n'a pas de racine, le delta est négatif, tout ça c'est clair. Alors il faut donc minimiser la racine ou minimiser ce qui est à l'intérieur. Alors pour minimiser ce qui est à l'intérieur, je prends f de t, ce qui est à l'intérieur de la racine, et c'est la dt au carré évidemment. Qu'est-ce que vous faites pour minimiser? Il faut calculer la dérivée, faire les variations. Je calcule la dérivée, c'est 6t plus 8. Donc elle s'annule pour moins 8 sur 6, moins 4 sur 3. Et je fais les variations pour trouver le terme, le minimum. Alors regardez ici. Voilà, 3t2 plus 8t plus 16. Dérivée, 6t plus 8, s'annule en moins 8 sur 6 égale moins 4 sur 3. Je fais le tableau de variation. Moins 8, moins 4 tiers, 8. Alors ici, vous avez plus, parce que la dérivée, c'est 6t plus 8. Le 6 est positif, plus à la droite de la racine, moins, donc tend vers plus l'infini, parce que ici, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini également à cause de ce t2. Et elle descend, vous voyez, vers un minimum qui est l'image de moins 4 sur 3. J'ai fait les calculs, vous allez le faire pour vérifier, égal à 32 sur 3. Donc le minimum de ft, c'est 32 sur 3, et le minimum de d de t, qui est la racine de ft, sera la racine de 32 sur 3, et nous avons ainsi trouvé le minimum qui sera donc la distance. Alors donc, voilà, je répète ici, la fonction, on cherche là où s'annule la dérivée, on fait le tableau de variation, et on trouve le minimum, le creux que j'ai vu dans ce tableau, f de t0 égale 32 sur 3, t0 c'est moins 4 sur 3. Et alors, comment? En calculant f' de t et en faisant la variation de
de f de t. Donc, alors, d de a de t, c'est le minimum de c, de la distance de a à un point quelconque de d. Le minimum, c'est la racine du minimum que nous avons trouvé. Racine de ft0, racine de 32 sur 6, après une petite modification, parce que 32 c'est 16 fois 2, et racine de 16 égale 4, donc je trouve 4 racines de 6 sur 3. Voilà la solution de cet examen, du moins la première partie, et il nous reste la deuxième partie. Merci de votre attention. Au revoir.